Quand tu es parti pour de bon, ce n'est pas le bruit de la porte qui a marqué la fin, mais le silence qui s'est installé ensuite, un silence dense, presque palpable, qui ne se contente pas de remplir l'espace, mais qui révèle ce qui n'avait jamais été regardé, l'évitant, habitué à esquiver les tempêtes intérieures, elle se retrouve soudain face à un calme qui n'apaise rien, car ce calme n'est pas la paix. C'est une absence qui parle. Aïe au début, il ne comprend pas. Il croit que c'est une pause, une distance ordinaire, un de ces retraits auxquels il a toujours su survivre. Il s'appuie sur ses anciens réflexes, sur cette capacité à se protéger, en ne ressentant pas trop. Mais quelque chose est différent cette fois. Il n'y a pas de retour prévu, pas de fil invisible qui te ramène vers lui. Et peu à peu, une fissure apparaît dans son mécanisme de défense. Là alors, la mémoire s'infiltre, pas comme un souvenir doux, mais comme une présence insistante. Les gestes oubliés reviennent, les mots non dits prennent du poids, aide ce qui était évité, devient incontournable. Il réalise que ton départ n'est pas une menace, mais une réalité qui ne se négocie pas. Et dans ce face-à-face avec lui-même, il découvre une vérité qu'il avait toujours contournée. Fuir l'attachement, ce n'est pas éviter la douleur, c'est la retarder. Car lorsque l'autre disparaît vraiment, il ne reste plus rien à esquiver. Seulement soi, avec ses manques, ses peurs et ce vide qui, enfin, demande à être entendu. Le silence dans ce moment précis ne se contente pas d'être une absence de bruit, il devient une matière presque vivante, une présence invisible qui envahit chaque recoin de l'espace laissé vacant. Lorsque tu étais encore là, même dans les tensions, même dans les non-dits, il y avait du mouvement, une circulation émotionnelle, parfois chaotique mais réelle. L'évitant pouvait s'y dissimuler, détourner le regard, se réfugier dans une forme d'agitation intérieure ou extérieure. Mais lorsque tu es parti pour de bon, ce mouvement cesse brusquement. Et ce qui reste n'est pas le vide. C'est une densité silencieuse qui oblige à ressentir. Ce silence agit comme un révélateur, presque comme une lumière crue posée sur des zones longtemps maintenues dans l'ombre. Il ne distrait pas, il ne console pas, il ne propose aucune échappatoire immédiate. Il impose une confrontation lente, progressive, avec ce qui n'avait jamais été pleinement reconnu. L'évitant, qui a souvent appris à minimiser l'impact des liens, à rationaliser les distances, retrouve face une à percer, retrouve face à une absence qui ne peut plus être expliquée, pointée ou contournée par des justifications habituelles. Il n'y a plus d'interaction interprétée, plus de présence à relativiser. Il n'y a que ce silence et ce qu'il fait remonter à UDU départ, il peut tenter de l'ignorer. Il remplit ses jours. La prise de conscience tardive chez l'évitant ne surgit pas comme un éclair de lucidité immédiat, mais comme une lente dérive intérieure, presque imperceptible au début. Lorsque l'autre s'en va, il ne perçoit pas tout de suite la portée de ce départ. Il reste fidèle à ses anciens repères, à cette manière qu'il a toujours eu de relativiser les liens, de croire que les distances ne sont que temporaires, que rien n'est jamais complètement perdu. Il s'appuie sur cette illusion familière, celle que l'autre veut revenir, ou qu'il pourra lui-même revenir quand il le décidera. Il danse les premiers temps, il interprète l'absence comme une continuité déguisée, il pense encore en termes de pause, de respiration nécessaire, comme si la relation existait toujours quelque part, en suspens. Cette manière de voir le protège, car elle lui évite de ressentir la rupture dans toute sa profondeur. Il reste à la surface des choses, là où les émotions sont encore contenues, maîtrisables, mais progressivement, cette perception commence à se fissurer. Non pas parce qu'un événement spectaculaire se produit, mais parce que rien ne se produit justement. Il n'y a pas de message, pas de retour inattendu, pas de signe qui viendrait confirmer que le lien subsiste.
Et cette absence de réponse, répétée, constante, agit comme une érosion. Elle use les certitudes, elle fragilise les croyances sur lesquelles il s'était appuyé. C'est alors que la conscience s'infiltre, non pas comme une vérité claire, mais comme un doute persistant, une question qui revient sans cesse, sous différentes formes. Si cette fois c'était définitif, de cette interrogation au départ est rapidement écartée. Elle dérange, elle menace l'équilibre interne, mais elle revient encore et encore, portée par le silence et par le temps qui passe sans rien ramener. Et la prise de conscience chez l'évitant est souvent liée à cette confrontation avec l'irréversibilité. Il ne s'agit plus seulement de comprendre que l'autre est absent, mais d'intégrer que cette absence n'est pas un choix temporaire, qu'elle ne dépend plus de lui, qu'elle échappe à tout contrôle. Et cette idée, une fois qu'elle commence à s'ancrer, transforme profondément la perception de ce qui a été vécu. Itse, qui était tenu à distance émotionnellement, devient soudain plus proche, plus présent. Les souvenirs ne sont plus filtrés de la même manière. Ils prennent une consistance différente, comme s'ils avaient attendu ce moment précis pour être pleinement ressentis. L'évitant réalise alors, parfois avec une certaine stupeur intérieure, qu'il n'avait pas mesuré l'importance de ce lien tant qu'il était encore accessible. Quoi. Ce décalage entre le moment de la rupture et celui de la peu hâte prise de conscience crée une forme de désorientation. Il découvre trop tard ce qu'il n'avait pas voulu voir plus tôt. Et cette temporalité inversée rend l'expérience plus complexe, plus difficile à apprivoiser, car elle ne laisse pas la possibilité d'agir au moment où la compréhension émerge. La mémoire émotionnelle ne fonctionne pas comme plan-tête. Une archive ordonnée que l'on consulte à volonté, elle ressemble davantage à une marée imprévisible, capable de remonter à la surface au moment où l'on s'y attend le moins. Chez l'évitant, cette mémoire a souvent été tenue à distance, contenue, parfois même niée. Non pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'elle menaçait un équilibre construit autour du contrôle et de la retenue. Pourtant, lorsque l'autre disparaît réellement, cette mémoire trouve un passage. Et elle ne revient pas sous forme de souvenirs clairs et organisés. Elle s'impose plutôt à travers des sensations diffuses, des impressions soudaines, de fragments d'instants qui surgissent sans prévenir, un ton de voix, une façon de regarder, une présence ressentie dans un lieu pourtant vide. Ceux-ci ne sont pas des pensées que l'on choisit, mais des expériences qui s'imposent, presque corporelles. Le passé ne se raconte pas, il se rejoue silencieusement à l'intérieur. Et ce qui rend cette mémoire si troublante, c'est qu'elle contourne les mécanismes habituels de défense. L'évitant peut tenter de rationaliser, de minimiser, de se convaincre que tout cela n'a pas d'importance, mais la mémoire émotionnelle ne répond pas à ces arguments. Elle ne cherche pas à convaincre, elle insiste. Elle se glisse dans les interstices du quotidien, dans ces moments où l'attention se relâche, où l'esprit n'est plus en train de contrôler. Et peu à peu, ces fragments s'accumulent. Ils ne forment pas immédiatement un récit cohérent, mais ils créent une densité intérieure nouvelle. Celui qui avait été vécu sans être pleinement ressenti commence à prendre forme. Comment les émotions qui avaient été mises à distance trouvent un chemin pour exister, même de manière incomplète, même de façon désordonnée. Et dans cette émergence, il y a souvent une forme de décalage. L'intensité ressentie maintenant ne correspond pas à celle qui avait été reconnue à l'époque. Paf. L'évitant découvre alors que l'absence de réaction pointe. Passé ne signifiait pas l'absence de ressenti. Il réalise, parfois confusément, que certaines choses ont été vécues en profondeur sans avoir été conscientes, et cette prise de contact tardive avec ses propres émotions peut être déroutante, car elle remet en question l'image qu'il avait de lui-même, celle d'une personne peu affectée, peu impliquée, et la mémoire émotionnelle
agit ici comme une force de rappel. Elle ramène vers le lien, non pas pour le recréer, mais pour en faire éprouver la réalité. Elle révèle ce qui avait été enfoui, non pour accuser, mais pour compléter une expérience restée inachevée. Et dans ce mouvement, elle oblige à ressentir ce qui n'avait pas été accueilli, à reconnaître ce qui avait été évité, sans offrir de solution immédiate, sans possibilité de retour en arrière. La rupture, lorsqu'elle devient réelle et irrévocable, cesse d'être un simple événement extérieur pour se transformer en un miroir pointant, instable d'une rare intensité. Ce miroir ne renvoie pas seulement l'image de la relation perdue, il révèle surtout la manière dont l'évitant s'est tenu face à elle, les mouvements invisibles, les élans interrompus, les retraits répétés. Tant que le lien existait, même fragilisé, il était possible de détourner le regard, de projeter sur l'autre les déséquilibres, de croire que la complexité venait essentiellement de l'extérieur. Mais lorsque l'autre disparaît, ce jeu de reflets s'effondre et il ne reste plus qu'un face-à-face avec soi-même. Blindant de ce miroir, il n'y a pas de jugement explicite, pas de voix qui accuse, mais une clarté progressive qui peut être difficile à soutenir. L'évitant commence à percevoir ses propres stratégies, non plus comme des protections nécessaires, mais comme des réponses qui ont eu un coût. Il revoit certaines scènes, non pas avec les mêmes filtres qu'auparavant, mais avec une sensibilité différente. Ce qu'il considérait comme de la prudence peut apparaître comme une fuite. Ce qu'il appelait indépendance peut révéler une difficulté à rester présent dans le lien. Et non, ces processus n'est posant prompts. Ces processus n'est pas immédiat ni linéaire. Il avance par touches, par moments de lucidité, entrecoupés de retour à des mécanismes plus anciens. Il peut y avoir des résistances, des manquements pas patients à ses compassions, le pied étant pas ponté. Il peut y avoir des résistances, de tentatives, de relecture du passé pour atténuer ce qui devient visible. Mais le miroir reste là, silencieux, constant, et chaque nouvelle prise de conscience vient s'ajouter à la précédente, créant une image de plus en plus difficile à ignorer. L'ambeslas, la rupture agit alors comme un point de bascule. Elle retire les possibilités d'action directe, elle empêche de corriger dans l'instant, de réparer par un geste ou une parole, et c'est précisément cette impossibilité qui rend le miroir si puissant, car il n'y a plus d'échappatoire vers l'extérieur, il n'y a que cette exploration intérieure où l'évitant découvre, parfois avec une forme de stupeur, qu'il a été plus impliqué qu'il ne le pensait, mais d'une manière qu'il n'a pas su habiter pleinement. Bandant ce reflet, il ne voit pas seulement ses absences, mais aussi ses élans retenus. Retenus. Il peut percevoir ces moments où quelque chose voulait s'exprimer, mais a été stoppé. Ces instants où une proximité était possible, mais a été évitée par peur de perdre le contrôle. Et cette reconnaissance ne passe pas forcément par des mots clairs, elle se manifeste plutôt comme une sensation d'inachevé, comme l'impression que quelque chose aurait pu exister autrement. Et le miroir de la rupture ne montre pas uniquement ce qui a été manqué, il révèle aussi la structure même du rapport à l'autre. Il met en lumière cette manière particulière d'être en lien tout en restant à distance, de s'approcher puis de se retirer, de désirer sans vraiment s'engager dans la continuité. Et en voyant cela, l'évitant peut commencer à comprendre que ce schéma ne concerne pas uniquement cette relation, mais qu'il traverse d'autres expériences, d'autres moments de sa vie. Et cette prise de conscience, même partielle, peut être déstabilisante. Elle remet en question une forme d'identité construite autour de l'idée de maîtrise, de détachement, de suffisance. Elle introduit une fissure dans cette image, non pour la détruire,
mais pour la rendre plus complexe, plus proche de ce qui est réellement vécu à l'intérieur. Et dans cette complexité nouvelle, il devient plus difficile de se raconter les mêmes histoires. Le miroir ne propose pas de solution, il n'indique pas de chemin précis. Il se contente de montrer avec une précision croissante ce qui était resté flou, et cette clarté peut être à la fois douloureuse et nécessaire, car elle ouvre un espace où quelque chose de différent pourrait émerger, non pas dans l'immédiat, mais dans la manière de se percevoir et peut-être un jour de se relier autrement. La possibilité de transformation ou de regret naît dans cet espace fragile où la prise de conscience commence à s'ancrer, mais où rien n'est encore stabilisé. Ce n'est pas un moment clair, ni une décision tranchée, c'est plutôt une zone intermédiaire, incertaine, où l'habitant se retrouve face à deux mouvements intérieurs pointés, qui coexistent sans forcément se rejoindre. D'un côté, il y a ce qui s'ouvre, ce qui devient visible, ce qui appelle un changement. De l'autre, il y a les anciennes structures, les réflexes de protection, les habitudes profondément enracinées qui cherchent à maintenir l'équilibre tel qu'il a toujours été. Le regret apparaît souvent en premier, mais il ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Il peut être discret, diffus, presque silencieux. S'il n'est pas forcément une douleur intense ou une culpabilité assumée, mais plutôt une sensation persistante que quelque chose n'a pas été vécu pleinement. Une impression d'être passé à côté, non pas par manque d'opportunité, mais par incapacité à s'y engager au moment où cela était encore possible. Ce regret n'accuse pas immédiatement, il interroge, il revient par touche, dans les souvenirs, dans les moments de calme, dans cette confrontation répétée avec ce qui ne peut plus être modifié, mais le regret, à lui seul, ne transforme pas. Il peut même devenir une forme de refuge, une manière de ressentir sans réellement changer. L'évitant peut rester dans cette zone où il reconnaît certaines choses, où il admet intérieurement des manques, sans pour autant modifier la structure profonde de son rapport aux autres. Il peut se dire qu'il a compris, qu'il a appris, tout en continuant à fonctionner de la même manière dès qu'une nouvelle relation se présente. Car transformer demande plus que reconnaître. Cela implique de traverser l'inconfort, d'accepter une perte de contrôle, de se confronter à des émotions qui, jusqu'ici, avaient été évitées. Hein. C'est là que la possibilité de transformation entre en jeu, non pas comme une promesse, mais comme une ouverture. Elle ne se produit pas automatiquement, elle ne découle pas directement de la souffrance ou de la prise de conscience. Elle nécessite un déplacement intérieur, une forme d'engagement envers soi-même. L'habitant doit commencer à observer ses propres mouvements, à repérer ces instants où il se retire, où il se ferme, où il évite le contact réel. Et cette observation demande une honnêteté qui n'est pas toujours confortable, car elle met en lumière des mécanismes longtemps perçus comme nécessaires. Flamme de transformeur, dans ce contexte, ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, ni renier ce qui a été. Cela implique plutôt d'élargir sa manière d'être, d'introduire une possibilité nouvelle là où il n'y en avait pas. C'est apprendre à rester un peu plus longtemps dans une émotion, même si elle dérange. C'est tolérer une proximité sans chercher immédiatement à la réduire. C'est accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout anticiper. Et ces mouvements, aussi subtils soient-ils, représentent des changements profonds, car ils touchent à la structure même de la relation à soi et à l'autre. Et cependant, cette transformation n'est jamais garantie. Elle peut être amorcée, puis abandonnée, effleurée, sans être réellement intégrée. L'évitant peut osciller entre des moments de lucidité, et des retours vers des schémas anciens, surtout lorsque l'intensité émotionnelle devient trop forte. Il peut ressentir l'élan de faire autrement, puis se rétracter
dès que cela implique une vulnérabilité trop grande. Et dans ces oscillations, le regret peut réapparaître parfois plus clairement comme un rappel de ce qui est en jeu. Il arrive aussi que le regret devienne plus conscient, plus assumé, non pas comme une auto-condamnation, mais comme une reconnaissance lucide de ce qui n'a pas été donné, de ce qui n'a pas été accueilli. Ce type de regret peut être douloureux car il enlève les dernières illusions de contrôle. Il montre que certaines pertes sont définitives, que certaines relations ne peuvent pas être rejouées, que le temps ne revient pas en arrière. Mais en même temps, il porte en lui une forme de vérité qui peut devenir structurante. Car c'est souvent dans cette reconnaissance que quelque chose peut réellement changer lorsque le regret n'est plus évité, lorsqu'il est regardé sans être immédiatement ténu ou justifié. Il devient une source d'informations précieuses. Il indique ce qui compte réellement, ce qui a eu de la valeur, même si cela n'a pas été vécu de manière consciente à l'époque. Et en intégrant cette l'évitant peut commencer à orienter différemment ses choix futurs, non pas par obligation, mais par compréhension. Peine de la transformation, lorsqu'elle se produit, est rarement spectaculaire. Elle ne se manifeste pas par des déclarations soudaines ou des changements radicaux. Elle s'inscrit dans des gestes simples, dans des décisions discrètes, dans une manière légèrement différente d'entrer en relation. Elle se construit dans la durée, à travers des expériences répétées où l'évitant choisit, s'acquit, parfois avec hésitation, de ne pas reproduire exactement ce qu'il faisait auparavant. Et pourtant, même dans cette possibilité de transformation, le passé ne disparaît pas. Il reste présent non plus comme un poids à fuir, mais comme une référence intérieure. Le regret ne s'efface pas complètement. Il se transforme lui aussi. Il devient moins une douleur brute et plus une mémoire intégrée, une forme de conscience qui accompagne les nouveaux choix. Et dans cet équilibre fragile entre ce qui a été et ce qui peut encore advenir, l'évitant avance, non pas libéré de tout, mais peut-être un peu plus en contact avec ce plan qu'il n'avait jamais vraiment laissé exister auparavant.